Voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui commencent à se connecter. On est pile à l'heure. Donc, on va laisser 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Et puis, on va lancer un peu ce webinaire donc, qui est sur le thème de l'omnicanalité avec Céligent, représenté par Pascal Angeli, et Zadig et Voltaire, représenté par Claudia Lancry, qui est avec nous. Merci beaucoup. Et qui va pouvoir témoigner un petit peu de la façon dont on a pu travailler ensemble pendant tous ces mois, toute cette année bizarre, un peu compliquée. Pour ceux qui sont en train d'arriver, donc la façon dont ça fonctionne, il y a un onglet de chat sur lequel donc, on peut échanger pendant la présentation, et puis un onglet questions. Et c'est assez important de poser vos questions dans cet onglet-là parce qu'on peut voter en fait pour les questions. Ce qui fait qu'en fait, les questions qui sont le plus demandées remontent. Et puis, petit à petit, nous, on va les prendre pendant en fait la présentation pour essayer de rebondir un petit peu sur les sujets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et puis, celles auxquelles on n'aura pas répondu tout de suite, on les prendra à la fin. On va essayer de tenir une 40 minutes sur la présentation d'un peu, voilà, ces jeunes captains commencent à travailler ensemble et quel est l'intérêt, et puis surtout le use case Zadig et Voltaire, comment ça s'applique dans la vraie vie chez Zadig et Voltaire. Et donc, n'hésitez pas à commenter et surtout à poser vos questions dans l'onglet questions qui est prévu pour ça. Bon, il est 11h02. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il y a beaucoup de verts, donc c'est bien. On va commencer. Donc, je suis en compagnie de Pascal de chez Céligent et Claudia de chez Zadig et Voltaire. Moi, je me présente rapidement. Je suis Axel Detour et donc je travaille chez Captain Wallet, dont on va parler en détail par la suite et surtout de façon hyper concrète grâce à la présence de Claudia et de ce qu'on a pu retirer de l'expérience Zadig et Voltaire. Allez, je vais vraiment continuer à pas être galant jusqu'au bout. Je vais laisser d'abord Pascal se présenter et après Claudia, parce que c'est Claudia qui prendra la parole juste après. Ouais, tu t'en sors bien. Ouais. Voilà. Enchanté à tous. Donc Pascal Angeli, Céligent. Moi, chez Céligent, j'ai en charge l'animation de tout l'écosystème partenarial voilà, sur la France. Donc, ça représente nos partenaires agences et conseils, mais également nos partenaires plus techno avec lesquels on peut s'intégrer et offrir du coup une expérience encore meilleure. Et Captain Wallet est un de ceux-là. Voilà. Et donc Claudia. Mais le meilleur pour la fin, je m'en rends encore plus. Alors, Claudia Lancry, je suis CRM manager chez Zadig depuis un peu moins de 2 ans. Et chez Zadig, du coup, je m'occupe de toute la partie gestion de la base de données, connaissance client et donc, du coup, analyse de cette base de données et finalement, toute la mise en place de projets de fidélisation pour animer notre base de clients. Ok. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon, vous voyez bien les slides en grand. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'abord que tu nous resitues un petit peu Zadig et Voltaire. Je pense que beaucoup connaissent évidemment. C'est une marque qui est assez iconique, mais redonner voilà un peu de perspective sur les chiffres et ce que vous êtes exactement, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Donc, du coup, Zadig et Voltaire, c'est une maison de mode parisienne qui a été fondée en 1997. Au niveau collection, c'est notre directrice artistique Cécilia Bonstrom qui revisite les essentiels de notre garde-robe, toujours avec un côté mode et assez pointu. Et en termes de où on en est aujourd'hui, Zadig, c'est un peu plus de 400 boutiques dans 40 pays pour un CA d'un peu plus de 350 millions d'euros. Donc voilà. Okay. Ça pose les bases. Voilà ce qu'est Zadig. Et nous, cette année, on a pu mettre en place une carte Zadig Member sur le wallet qu'on a proposé à nos clients. Et on a constaté à date que nos clients qui ont téléchargé cette carte ont dépensé 7% de plus que l'année dernière. Donc, qui est assez encourageant, une bonne nouvelle. Ouais, surtout ces temps-ci. Voilà. Et donc, du coup, on a pu mettre en place grâce à Captain Wallet pour toute la partie techno sur le wallet et aussi avec Céligent qui est notre partenaire de longue date sur le marketing automation. Donc, avec qui on travaille depuis 2014, il me semble, et avec qui
qui est partenaire qui a su nous accompagner notre évolution et même accompagner notre stratégie qui est de plus en plus tournée vers l'omnicanal. Je pense que je vais laisser Pascal présenter Selligent. Il en parlera sûrement mieux que moi. Ouais, bah, c'est ça qu'on va faire. On va commencer par parler un peu de Selligent et après de Captain Wallet pour comprendre comment les deux bossent ensemble, parce que c'est un peu le sujet de ce webinaire aussi, c'est comment ça se complète en fait quand on a déjà un système d'automation comme Selligent et comment ça se complète avec d'autres canaux complémentaires moins habituels. Et puis après, la façon vraiment dont ça se déroule de façon très concrète chez Zadig et pour les clients Zadig. Donc Pascal, the floor is yours, comme on dit. Si tu peux faire une petite présentation rapide de Selligent, ça serait top. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas si j'en parlerai mieux que toi, Claudia, mais en tout cas, je risque d'en parler plus longuement, donc il ne faudra pas hésiter à me rappeler à l'ordre au cas où. Voilà, donc Selligent, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, donc plateforme de marketing automation ou de gestion de campagne, vous choisissez le terme qui vous va bien. On opère principalement dans le B2C, même si on a quelques clients dans le B2B, quand on les opère comme du B2C, par exemple dans la CHR et autres. Et ça permet de rebondir également sur les secteurs. Nos secteurs privilégiés vont être effectivement la distribution de retail, travel, hospitality, banque, finance, assurance. On a beaucoup de clients également dans la presse, dans les médias. Et puis après, il y a de l'immobilier, il y a du sport, il y a plein de choses. Voilà. Donc, vous voyez notre présence également sur la carte, majoritairement européenne et nord-américaine. Et donc, Selligent, c'est quoi? Selligent, avant tout, c'est un bel outil d'orchestration de campagne. Donc, du coup, grâce à tous les composants que vous voyez sur à peu près là au milieu, mais sur la droite de l'écran, en fait, donc le but, c'est avec du drag and drop, en fait, d'aller construire ces campagnes visuellement, donc avec des critères de déclenchement, en effectuant son ciblage, et puis ensuite en allant choisir les bons canaux sur lesquels vous allez pousser vos messages. Voilà. Puis il y a plein de composants pour rendre votre marketing plus joli. Ça va être de l'A/B testing, des vagues, du split en fonction de son niveau de fidélité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre d'aller construire des campagnes simples comme complexes. Voilà. J'ai évoqué les canaux juste à présent. Donc, c'est tout l'objet d'un outil comme Selligent Omnicanal. C'est de pouvoir toucher les gens, bien évidemment, sur l'email, sur le SMS également, comme quasiment la totalité de nos clients utilisent également le SMS. Les push notifications, les push web aussi, je ne l'ai pas noté, grâce à des partenaires également. Le site web, j'y reviendrai. Le social pour du retargeting sur Facebook, sur Google. Et puis, effectivement, le wallet, la star du jour. Donc, on va en reparler un peu plus longuement. Voilà. Je m'attarde juste à peu près sur la partie que j'ai marquée custom. C'est intéressant parce que ça nous permet également d'activer des canaux, des fois qu'on appelle des canaux humains. C'est-à-dire que ça peut être à travers un centre d'appel, ça peut être à travers un CRM, et puis peut-être que Claudia y reviendra dessus tout à l'heure, mais également les conseillers en point de vente. Donc, ça peut nous permettre aussi d'envoyer quelque part des ordres de communication à ces gens-là en point de vente pour prendre le relais de campagnes plus digitales qu'on a pu faire. Voilà, et je sais que c'est quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps chez Zadig et Voltaire, donc on en touchera peut-être un mot tout à l'heure. Voilà. L'intérêt d'avoir Selligent également, c'est la personnalisation des messages. Donc, ça va aller du simple public postage aux zones qu'on va masquer ou afficher en fonction des critères de la cible. Et puis après, dans la proposition de produits ou d'articles, ça peut soit s'effectuer sur des règles qui sont un petit peu dans le dur. J'ai acheté ceci, donc on va me proposer cela. Ou alors, j'ai vu ceci sur le site web, on va me proposer cela. Et puis, on met à disposition également des algorithmes qui vont faire de la recoproduit. Il y en a qui vont être basés sur de l'IA, d'autres non. Donc, c'est à vous de voir. Et puis, la dernière partie que moi, j'aime particulièrement, c'est assez sympa. Ça vous permet aussi de faire de la personnalisation à l'ouverture de l'email et pas seulement à sa conception. Donc, ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas la même chose dans l'email si on l'ouvre le matin ou le soir. Ça nous permet de mettre un compte à rebours bien à jour en vue d'une vente privée, par exemple. Donc, c'est des trucs très sympas qui augmentent en général beaucoup l'engagement sur la partie email. Voilà. Et puis, pour finir, on a certes une option, un module optionnel dans Selligent qui s'appelle Site, mais qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients activent petit à petit. Ça permet d'inclure tout vos sites web en fait dans la stratégie CRM. C'est-à-dire que là, Selligent va taguer aussi votre site, va observer la navigation sur le site, vous allez en faire des agrégats, et ces agrégats, sans intégration supplémentaire, ils vont automatiquement remonter dans la base de données marketing. Donc, ça veut dire que pour cibler
pour déclencher ou pour personnaliser des messages. Vous aurez aussi accès aux données de navigation et on se demande bien aujourd'hui comment on peut faire sans. Voilà. Et puis après, ça va vous permettre aussi de pousser des messages sur le site web. Voilà. J'avais une question, Pascal. Là, tu parlais des différents canaux qu'il y a sur Cgent, il y en a plein. Comment vous intégrez un nouveau canal comme le Wallet dans les outils de gestion de campagne? Comment vous gérez ça? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la même intégration dans tous les canaux que j'ai montrés. En général, quand un nouveau canal fait son apparition, souvent, il est un petit peu en silo de son côté. Et puis, au fur et à mesure, quand il prouve sa valeur, il s'agit de l'intégrer petit à petit, en tout cas de mieux en mieux, à un outil comme Selligent pour avoir une stratégie omnicanal unifiée. Donc, la première étape, c'est l'interface. La deuxième étape, un peu après, c'est un connecteur. Et puis enfin, la dernière étape vers laquelle on tend, c'est d'avoir finalement une interface unique pour tous ces messages. Et puis derrière, après, chaque outil est capable de pousser les messages. Donc typiquement, alors il y en a eu d'autres, ça l'a fait pour le push notification, pour le push web. Et là, en l'occurrence, on y reviendra tout à l'heure, mais sur la partie wallet, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est qu'aujourd'hui, on est en plein déploiement de nos connecteurs. Et puis demain, l'idée, c'est que ce soit aussi transparent, tout ça dans une même interface. Voilà. Ok. Il y a vraiment ces étapes à respecter et c'est important. Ok, désolé, je t'ai interrompu sur avant que tu te lances dans cette étude là que vous avez éditée il y a pas longtemps et qui est assez intéressante avec pas mal de KPI. Tout à fait, oui. Alors c'est un index, donc du coup 2020 vient de se terminer, mais c'est parce qu'on a fait l'étude à la fin de l'année. Donc on l'a réactualisé cette année. En fait, c'est une étude assez large. Elle porte sur 5000 consommateurs qui ont été interrogés, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Donc, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez, du coup, pour aller télécharger cette étude. Donc là, j'ai juste repris 3 chiffres qui étaient un petit peu en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est que, vous en doutez bien, on n'a pas pu vraiment éviter les questions autour de la pandémie. Je dis ça en plaisantant, mais c'est quand même très utile parce qu'on a vu effectivement des changements de comportement. Et ces changements de comportement, ils sont d'autant plus importants qu'ils risquent de perdurer. C'est ça qui est très important en fait. Et donc voilà un exemple vous voyez la question qu'on a posée. En tout cas, les réponses, elles sont assez significatives. Ça veut dire que déjà, au final, parmi en tout cas nos répondants, seul un quart est impatient de retourner en magasin. Et quand on regarde un peu le mix, tu sais, le mix un peu online-offline sur les habitudes d'achat, il existait déjà avant, c'est pas la question. Par contre, on a quand même une augmentation. Ça devient le premier choix aujourd'hui avec 39%. Et dernier élément important, c'est que quand on additionne les achats online avec le mix, on atteint 67%. Ça veut dire qu'en fait, parmi les 2 tiers de nos répondants, les achats en ligne vont faire partie, je dis du quotidien, mais en tout cas des habitudes. Voilà. Et ça, c'est en augmentation. Voilà. Deuxième élément qui touche un peu ce que je viens de dire, c'est la fréquence d'achat. Et la fréquence d'achat, en fait, c'est très important. Et autant pré-Covid, on pouvait voir que la fréquence d'achat online, elle était assez équilibrée entre ceux qui répondaient mensuel ou hebdomadaire. Post-Covid, en revanche, ça s'est assez déséquilibré et on a une nette amélioration, une nette augmentation des gens qui prévoient de faire leurs achats de manière hebdomadaire. Et ça, pour le coup, c'est assez important parce que ça veut dire que ça rentre, c'est pas que lié à la fréquence, ça veut dire que ça rentre de plus en plus dans les habitudes. Et c'est pour ça qu'on pense que voilà, il y a eu des changements, mais surtout qui vont perdurer dans le temps. Voilà. Et allez, c'est la dernière slide sur cette étude. Encore une fois, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez la télécharger si elle vous intéresse. Mais c'est important de calculer aussi l'appétence aux canaux. Je pense que tout le monde se rappelle du vieil adage le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça fait longtemps qu'on a aussi rajouté sur le bon canal. Et donc là, on voit typiquement que plus on est jeune, plus on a tendance à privilégier les canaux sur le mobile. Moins on est jeune, on va dire, on a plutôt tendance à privilégier les canaux traditionnels, l'email étant devenu un canal traditionnel. Voilà. Et tu crois sur ce qu'on a vu avant sur online, offline, etc., où nous, quand on va voir et je pense que Claudia, c'est pareil chez vous, mais avant, en tout cas, pré-Covid, avec 90% du CA qui se faisait en magasin, en gros, en moyenne. Je sais pas si c'était le cas déjà si c'était ce cas-là chez Zadig et Voltaire. Mais donc,
c'est clair que l'online a pris beaucoup d'ampleur avec cette année là qu'on vient de vivre. Mais est-ce que toi, dans cette étude, tu vois une tendance que ça va être du 50-50 ou ça va rester du 70-30? Enfin, tu vois, quand même une prévalence toujours du point de vente pour les retailers. Tu m'entends, Pascal, ou pas? Ah, excuse-moi, je pensais que tu Non, je parlais comme faire l'étude Selligent. Aujourd'hui. Alors, évidemment, ça dépend vraiment des secteurs. Donc là, l'étude, il y a les détails dans l'étude, mais là, on a vraiment des différences par secteur. Néanmoins, quand on fait la moyenne, c'est assez significatif. Et non, pour le coup, la pandémie, ce qu'elle nous montre, en tout cas dans les intentions aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance du online qui va s'accélérer. De toute façon, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait déjà vu avant chez certains de nos clients que de toute façon, plus les clients étaient mixtes, plus ils avaient une valeur importante, une valeur élevée. Donc, de toute façon, dans l'absolu, le mix on-off sur les habitudes d'achat est plutôt bon. Voilà. Donc, j'ai presque envie de te dire que plus ça se développe, je veux dire, c'est aussi des opportunités. Oui, et c'est pas exclusif l'un de l'autre. Ça, on l'a vu effectivement nous aussi à notre échelle sur pas mal de marques, notamment prêt-à-porter, où tu avais les clients omnicanaux étaient ceux qui avaient le plus de valeur et en fait, ils excluaient pas les canaux les uns des autres. Et c'est ça qui est assez intéressant, quoi. Donc, ils ont peut-être un peu moins d'activité sur un canal qu'un autre, mais in fine, au global, la marque a une telle empreinte par le canal qui lui va le mieux qu'il prend beaucoup plus de valeur. Ok. Et sur les canaux, ouais, tu disais sur la partie canal, ce que tu vois sur cette étude. C'est qu'effectivement, en fait, c'est super important en fait de mesurer ce que je disais, le vieil adage, je le répète pas là, mais ouais. Quand on a rajouté sur le bon canal, c'est effectivement c'est super important de mesurer en fait l'appétence de chacun des consommateurs qu'on a dans sa base sur chaque canal. Le bon message, le bon moment, ça fait des années qu'on le répète et surtout qu'on l'applique, mais le bon canal est aussi important que ce qu'on a vu précédemment. Et là-dessus, ce qui devient intéressant, mais ce qui rajoute effectivement une petite couche de complexité, c'est que il n'y a pas une appétence par canal que dans l'absolu. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne, moi par exemple, je peux avoir une appétence sur un canal qui va varier en fonction du contexte. Est-ce que je suis sur du transactionnel ou sur du relationnel, le moment de la journée, est-ce que je suis dans un contexte d'achat ou pas, et donc du coup ce qu'il faut en plus arriver à mesurer si on se lance vraiment là-dedans, mais c'est efficace, c'est certes l'appétence par canal sur chacun des consommateurs, mais en plus d'essayer d'aller chercher, de trouver justement une appétence relative au contexte pour chaque consommateur. Je sais bien que ça rajoute une couche d'études supplémentaires, mais c'est mais il y a une efficacité à aller chercher derrière. Voilà. Et la question que je pose à vous deux, qui est une question qui a été posée là dans l'onglet questions, c'est est-ce que vous pensez, Claudia, je sais pas quel est ton feeling par rapport à ça, mais ces comportements qui sont assez particuliers, enfin qui sont propres à cette année, est-ce qu'ils vont rester sur cette année? Parce que c'était une année singulière, comme il est dit dans le commentaire, ou est-ce que ça va perdurer? Je pense que cette année a permis à beaucoup de clients de franchir le cap des achats web, qui n'avaient pas forcément peut-être une appréhension à acheter sur le web, et donc à familiariser peut-être certains clients à acheter sur le web. Après, je pense que dès qu'il y aura dès que les boutiques seront réouvertes, il y aura peut-être une crainte un peu moins importante au fait d'avoir des contacts humains. Je pense qu'on aura gardé cette croissance sur le web, mais il y aura toujours un retour aux boutiques qui est, en tout cas, nous, dans notre business model, hyper important en termes d'expérience, en termes de présentation des produits et des collections. Donc, ça a fait un bump, ça a eu un pic, et puis bon, là, ça va un peu, donc ça a fait cranter pas mal de gens sur une expérience web, et ça va un peu plutôt… ça va arrêter, mais ça va plateauiser, ça va pas forcément continuer comme ça. Je pense que dans tous les cas, au global, on est sur une croissance du web hors pandémie. Donc, je pense que la pandémie a rajouté un créneau, un coût à la croissance. Et donc, du coup, mais peut-être plus fort qu'il n'aurait été si on avait juste fait une croissance du web en suivant un mode de vie comme avant, quoi.
Normal, ouais. OK. OK. C'est vrai que pour compléter, en fait, ce qu'on a vu sur certains endroits et certains secteurs de l'étude, c'est une arrivée des first-timers. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens, tu le mentionnais, Claudia, en fait, des gens qui n'auraient peut-être pas passé le pas de l'achat online, mais qui l'ont fait ici. Donc, il y aura quand même finalement, encore une fois, le mix on et off va vraiment être la première habitude sur la population. Des consommateurs, ouais. OK. Oui, et nous, on essaie vraiment d'encourager cette mixité de canal qui, comme vous le disiez, sont nos clients qui ont plus de valeur, ceux qui achètent sur différents canaux. OK. Pascal, je te laisse enchaîner sur l'étude, c'est pareil. Je vous mettrai le lien. On a un second guide. Donc là, c'est pareil. Je le détaille pas, mais je me permets juste de l'afficher. Pareil. Si d'aventure c'est intéressant, là aussi, on vous mettra le lien. Voilà, on a réactualisé aussi le rôle du mobile pour cette année 2021. Voilà, on retrouve bien évidemment le wallet où tu vas nous expliquer pourquoi ça prend plus d'ampleur. Juste sur cette partie wallet, pour te passer la main, je noterai qu'effectivement, nous on le constate chez nos clients. Il y a un équipement du wallet qui, je ne sais pas dans quel sens, est vraiment grandissant et significatif. Bah ouais, c'est ce qu'on a vu aussi là ces dernières années où en fait nous la boîte existe depuis 2013 et puis on a passé vraiment toute une phase d'évangélisation qui était assez longue où le marché était clairement pas mature sur le sujet. Donc en gros ça a duré un petit bout de temps, 2013-2017 je dirais. Et puis à partir de fin 2017 il y a vraiment eu un changement. On avait une quinzaine de clients mi-2018 et là on en a plus d'une centaine. Donc et c'est en général des grands comptes. On travaille aussi avec des petits comptes ou des moyens comptes. Il y a beaucoup de grands comptes aussi qui sont appropriés ce sujet du wallet parce qu'en fait, ils ont tous la même problématique qui était d'une problématique que Zadig et Voltaire avaient, mais dont Claudia parlera peut-être en détail après, qui est que voilà, beaucoup de trafic sur mobile, que ce soit en lecture de mail, ouverture lecture de mail ou que ce soit sur le site web, etc. Mais voilà, de la difficulté à capter en fait cette audience, enfin en tout cas à l'engager. Et toutes les marques là, les exemples qu'on voit là, avec qui on travaille, et ben elles ont ces problématiques-là, elles ont toutes ces problématiques-là, que ça soit évidemment B2C qui est le principal secteur sur lequel on est, mais aussi ça peut être aussi en B2B et ça peut être sur des petits acteurs comme des gros acteurs. Vraiment, tout le monde connaît cette problématique, beaucoup de trafic sur le mobile, mais une complexité à engager les clients là-dessus. C'est pour ça que nous, on s'est penché sur ce canal du wallet il y a maintenant quelques années. Maintenant, depuis 2018, on est totalement focalisé là-dessus. On a créé une plateforme qui permet d'animer en fait ce qu'on peut faire avec un wallet. Et concrètement, je le rappelle pour que tout le monde soit bien certain de bien comprendre de ce dont il s'agit. Le wallet, c'est une appli qui est mise à disposition par Apple sur tous ses iPhones et par Android sur tous les autres téléphones, puisqu'Android gère et c'est l'OS de tous les autres téléphones. Donc, il y a Apple Pay, enfin le wallet d'Apple d'un côté et Google Pay de l'autre. Donc, il y a une première feature sur ces applications qui est la dématérialisation de la carte de paiement. Donc, je peux payer en sans contact avec mon téléphone où je veux, partout où le sans contact est accepté désormais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, fondamentalement, si j'oublie mon portefeuille chez moi et que je suis vraiment en retard, je vais pas faire demi-tour. Par contre, si j'oublie mon téléphone, même si je suis hyper en retard, c'est pas possible de passer la journée sans, donc je fais demi-tour. Donc le téléphone, voilà, c'est maintenant devenu un poncif de dire ça, mais il y a tout dedans, il y a de plus en plus dedans, et donc le côté wallet, portefeuille, a beaucoup de logique. Donc cette première brique de paiement, elle est importante parce que elle génère de plus en plus d'habitudes, de trafic dessus. Et c'est notamment important parce que nous, on travaille sur la deuxième feature de cette application qui est la partie dématérialisation des supports marketing. Donc évidemment, le premier truc qui vient à l'esprit, parce qu'on l'a tous plus ou moins fait, c'est la dématérialisation des tickets d'avion, de train. C'est aussi la dématérialisation des cartes de fidélité parce qu'on a tous des cartes de fidélité en plastique qu'on a dans le portefeuille dont on ne se sert pas ou jamais au bon moment. Mais en fait, on peut dématérialiser ce qu'on veut. Nous, on a 50% de nos clients qui dématérialisent des cartes de fidélité, mais 50% qui n'ont pas de programme de fidélité à proprement parler, et notamment Zadig et Voltaire, mais qui ont beaucoup de choses à communiquer à leurs clients. Ils le font par d'autres canaux, de l'email, du SMS, des apps, enfin ça dépend des canaux utilisés par les marques. Et là, en fait, le wallet permet de dématérialiser un peu tous ces contenus
qui sont soit au format papier ou plastique d'habitude, soit sur d'autres formats numériques, on va dire, mais avec des inconvénients et des avantages. Ça permet de le dématérialiser sur le wallet qui a cette faculté d'être préembarqué sur les téléphones. C'est le cas sur iOS depuis le début, depuis que le wallet a été lancé en 2012. Et c'est le cas, et ça commence à être le cas maintenant dans le monde entier avec Google progressivement, notamment dans le courant de l'année 2021 où ça va être aussi installé de façon native sur tous les Android. Et donc ça permet de sauvegarder donc ces contenus marketing dans une application qui existe déjà. Et une fois qu'on a sauvegardé ce contenu, on ne s'arrête pas là. C'est juste la première étape, c'est de pouvoir mettre à jour ce contenu. Donc changer le montant d'une cagnotte, c'est un programme de fidélité, ou changer d'offre si on est rentré, si c'est des offres que relaie la carte, le pass comme on dit, qui est dans le wallet, et puis d'envoyer des notifs. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est plus qu'un portefeuille, c'est vraiment un canal relationnel. On plante une graine dans le téléphone de son consommateur en lui proposant de dématérialiser un contenu de la marque. Et ensuite, on peut dérouler des scénarios marketing dessus. On va le détailler avec Zadig et Voltaire pour vous montrer comment ils ont fait, comment ils ont réussi à avoir ce succès-là. Là, cette slide raconte justement ce que je disais avant, c'est que il faut pas voir le wallet comme étant juste un outil qui dématérialise des cartes de fil ou des tickets. C'est un outil qui dématérialise n'importe quel type de contenu. L'idée étant, c'est pas la dématérialisation qu'il faut voir, même si c'est un argument qui est très important, parce que c'est ça qui a créé de l'appétence chez vos clients. Je vais dématérialiser un truc qui va me servir, qui est plus simple, pas d'app à télécharger, en 2 clics, c'est dans mon téléphone et je l'ai tout le temps. Mais ce qu'il faut voir pour vous en tant que marque, c'est le fait que fondamentalement, vous pouvez aller chercher plein de types de scénarios. Et la question à vous poser, c'est bon, ok, qu'est-ce qui pourrait créer le plus d'appétence et le plus de sens pour mes clients à ajouter dans son mobile? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire sauvegarder dans le mobile qui va leur apporter un service pour que vous, du coup, ça vous ouvre une porte, un canal relationnel sur lequel vous allez pouvoir dérouler vos différents messages marketing. Le wallet, on va vous montrer comment on fait pour faire ajouter à vos clients un pass dans un wallet. Ça peut se faire depuis partout. C'est un lien qu'on pose partout. Donc, ça peut se faire depuis tous les points de contact online, donc SMS, push, email, site web, réseaux sociaux, aussi bien sur votre base de données que vraiment purement en acquisition, c'est-à-dire sur des clients que vous ne connaissez pas, donc depuis des réseaux sociaux, depuis depuis donc le offline, donc depuis votre point de vente. Votre point de vente, on peut mettre des QR codes derrière des PLV, on peut mettre même des puces NFC derrière des PLV. Il y a des mécaniques avec Apple et Google au paiement avec Apple Pay ou Google Pay où ça permet d'ajouter une carte dans le wallet de son client, etc., etc. Il y a plein de mécaniques qui peuvent être faites aussi offline. Le but étant quoi? C'est de créer du volume et une audience sur le wallet parce que une fois qu'on a du volume et de l'audience sur le wallet, ça nous fait autant de personnes à qui on peut envoyer des push notifications directement sur un téléphone, sur l'écran loqué, fermé, verrouillé, comme on dit, comme une application, et qui permet donc de véhiculer des messages soit promotionnels, soit serviciels. On va le voir avec Zadig et Voltaire. Voilà, on rentre dans le vif du sujet avec pas mal de stats que Claudia a pu sortir de ces 6 mois. Donc, je te laisse un peu les dévoiler et les commenter. Donc, comme le disait Axel, l'important, c'est vraiment cette phase d'embasement, de créer du volume sur les clients qui téléchargent cette carte dans leur wallet pour qu'après, nous, on puisse leur pusher des messages. Donc, nous, on s'était mis un objectif à 6 mois d'embaser 10% de notre base de clients actifs sur l'email. Donc, c'est ce qu'on a réussi à atteindre, mais notamment grâce principalement à de l'email. Donc, on l'a grâce à de la newsletter dédiée où on invitait les clients à télécharger leur carte ou grâce à du trigger dans nos scénarios de welcome, par exemple. Et donc, une fois qu'on avait… Après, l'embasement, c'est quand même un travail au quotidien. Enfin, même si on a atteint notre objectif, le but, c'est toujours de faire grossir cette base pour toujours avoir plus de clients à qui on peut pousser nos informations. Et donc, voilà, sur cette partie-là. Après, en termes de résultats plus business, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on a constaté plus 7% de CA sur nos clients qui ont téléchargé la carte versus last year. Et en gros, comment ce CA a été généré, c'est surtout par la fréquence d'achat qui augmente. Et en fait, c'est des clients qui, l'année dernière, n'avaient pas acheté à cette période et qui ont généré un achat supplémentaire depuis qu'ils ont téléchargé leur carte sur le wallet.
Et enfin, en termes de qualitatif, donc qui sont nos clients les plus appétents à ce canal, on remarque qu'il y a quand même une appétence pour notre partie de la base plus jeune, donc partie 21-30 ans, versus l'âge moyen de notre cliente, c'est 42 ans. Donc, c'est aussi comment toucher peut-être une autre audience et de manière plus pertinente. Et pour fidéliser nos plus jeunes clients qui seront sûrement de meilleurs clients de demain. Il y a une stat en particulier qui est plus importante qu'une autre dans tout ça ou pas? Ouais, bah, je pense qu'elles sont toutes assez intéressantes. Bon, je pense que ce qui est le plus parlant, je pense, c'est la croissance de CA et notamment en lien avec la fréquence d'achat, puisqu'on a des résultats vraiment concrets qui montrent qu'il y a eu des achats supplémentaires de ces clients-là. Donc, peut-être l'information et le push notification a peut-être déclenché de nouveaux achats. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce canal, il y a une appétence sur notre base, dans la partie la plus jeune de notre base. Donc peut-être qui nous donne des billes pour comment fidéliser cette partie plus jeune de notre audience. Ouais, nous souvent ce qu'on fait, comment on calcule le ROI un peu pour les marques, c'est qu'on multiplie les trois chiffres qu'on voit là, c'est-à-dire le volume versus les KPI qui sont le CA supplémentaire et la fréquence d'achat. Effectivement, quand on multiplie les trois, ça donne vraiment un impact très direct, très net sur le chiffre d'affaires. Ça génère du business incrémental. Très souvent, on nous demande, bah ouais, ok, c'est sympa, c'est un canal de plus, c'est un nice to have. Et c'est ce qu'on avait un peu comme remarque au début. Et quand on n'a pas de recul, bah, c'était compliqué un peu de répondre. Et là, effectivement, avec des marques comme Zadig & Voltaire, on voit très nettement en fait l'impact direct sur le CA. Et relativement rapide parce qu'on a commencé en collaboration en mars. Ouais. Donc ça va quand même vite. Ouais, surtout en vue de la période assez particulière qu'on a. Voilà. Donc, ouais, on a lancé peut-être une semaine avant le confinement. Donc, c'était sportif, je me souviens. Voilà. Vous parlez de confinement, mais nous, je sais qu'on a d'autres clients qui utilisent le wallet et qui, du coup, mesurent beaucoup l'effet drive to store. Donc, sujet qui existe depuis quelques années, mais où, pour le coup, donc il y a plein de stratégies à mettre en place là-dessus. Mais le wallet, finalement, fait partie de ces stratégies parce que alors on n'a pas encore parlé, effectivement, il y a plusieurs types d'informations qu'on peut justement walletiser ou mettre sur ce wallet. Mais du coup, ce qui fonctionne bien chez certains, on peut citer Picard, il y en a d'autres, c'est la partie couponing. Voilà. Ouais, donc, je ne sais pas côté Zadig si justement c'est des choses, finalement, qu'est-ce que vous mettez dans le wallet? C'est ça qu'on va voir. Ouais. C'est ça qu'on va... je peux rebondir sur ce que tu disais, Pascal, sur la partie boutique et drive to store. Nous, c'est plus sur cette partie-là, on est plus dans le relationnel. Mais par exemple, sur leur carte wallet, les boutiques ont l'information de leur boutique de rattachement, donc la boutique qu'ils peuvent contacter et qui les reconnaîtront. Et aussi, on l'a utilisé, je pense, en sortie de confinement, etc., pour envoyer des pushs vraiment personnalisés avec leur boutique habituelle en leur disant, votre boutique est réouverte, n'hésitez pas à revenir, on sera là pour vous accueillir. Donc, ça a été, on l'a quand même utilisé dans notre courte période en drive to store, entre guillemets. Ouais. Du coup, je pense qu'en termes de communication, on s'est posé la question comment utiliser le push, comment il s'intègre avec tous nos autres canaux. Par exemple, on fait beaucoup d'emails, relativement. On est à 2-3 newsletters par semaine. On fait un peu de SMS. On est un peu plus réservé sur le SMS. On en ferait peut-être un tous les 2 mois. Pour donner un ordre de grandeur. Donc, on s'est posé la question à quelle fréquence on souhaite pusher, etc. On est à l'heure actuelle sur une fréquence d'à peu près un push toutes les 2 semaines. Et donc, du coup, il y a vraiment une sélection de l'information qu'on souhaite pusher à nos clients. Il faut que ce soit vraiment la plus pertinente, celle qui sera peut-être la plus à même de l'intéresser. Donc, du coup, on fait 3 types de notifications. Ça peut être soit vraiment accès produit. Donc là, comme on peut voir l'exemple sur le lancement de notre collection ZV Initial, c'était notre nouvelle ligne de maroquinerie, donc le temps fort de notre communication de Fall Winter 20. Et on fait aussi d'autres types de communication, je pense, dont on se discutera plus tard. Là aussi, on a un exemple de comment on a réussi à en baser, parce que je le disais, c'était principalement via de l'email. Donc, il y avait 2 types d'email. C'était soit de l'email dédié. Donc ça, je pense que c'est un exemple d'email dédié. Ouais, il me semble.
Ouais, donc on envoyait à nos clients qui n'avaient pas encore téléchargé le wallet, on l'a fait en plusieurs fois pour atteindre notre embasement de 10%, en leur disant quels seraient les avantages à télécharger cette carte, à quoi elle sert. Et donc du coup, il y avait 2 CTA, enfin tout était cliquable pour que en 2 clics, ils puissent télécharger leur carte sur leur wallet et qu'on puisse commencer à leur pusher des news. Et on a fait donc pour l'embasement, il y a eu cette partie-là sur l'email vraiment dédié, donc où c'est vraiment en mode newsletter à toute notre base active des clients qui n'ont toujours pas téléchargé le wallet pour les inviter à le télécharger. Et on l'a aussi intégré à nos welcome packs de Trigger après avoir bien sûr remercié le client de son achat, etc., l'inviter à télécharger la carte pour vraiment découvrir notre univers. Il y a d'autres canaux que vous envisagez pour tester du recrutement sur le wallet ou... Oui, ouais. Je pense que l'embasement en boutique, c'est super intéressant. Après, il faut réussir à l'intégrer à notre écosystème CRM. Voilà, donc on va aller là-dedans, mais voilà, dans le futur. Deuxième step, quoi. Oui, mais après, d'une manière. Donc, cette partie-là des maths, juste pour commenter, c'est vraiment cette ce premier écran de dématérialisation, il est absolument fondamental dans la mécanique qu'on met en place. Donc, c'est pour ça que je disais un peu dans une slide avant, on peut mettre du wallet un peu partout. Ce que là, Zadig et Voltaire fait, c'est vraiment les fondamentaux. On part de la newsletter, on parle de certains emails transactionnels. Et puis après, effectivement, chaque marque a tendance à élargir considérablement le nombre de points de contact parce que plus on fait de points de contact, plus on fait du volume. Et c'est vraiment un service qu'on propose aux clients. Donc, on n'est pas en mode je te push un truc trop promotionnel. Donc, c'est un message qui passe plutôt pas mal. Et là, ce qui a été hyper bien fait chez Zadig & Voltaire, c'est que l'email dédié, qui était vraiment hyper bien designé, très clair et qui a permis de conquérir une base de données, cette proportion-là, assez aussi rapidement. En moyenne, c'est ce qu'on fait. On fait entre 10 et 20% de base de données en un an en général. On l'a fait en 6 mois. Donc, ouais, et on a une base de données qui est assez réactive sur nos newsletters. Je pense qu'on a une base de clients qui est assez fan de la marque. Donc, je pense que ce qui explique en partie cet embasement assez rapide. Et c'est toujours plaisant de voir la réactivité des clients face à ce genre de projet. Je t'ai employé pour poser une question qui est posée là dans le chat. Est-ce que vous avez aussi une appli mobile chez Zadig & Voltaire ou juste wallet, mail, SMS? On n'a pas d'appli, juste wallet. Et c'est un choix. Vous avez eu une appli et vous en avez plus, où tu sais un peu l'historique? Ouais, j'ai pas forcément l'historique. Il me semble qu'il y a eu une appli, mais je sais pas du tout pourquoi on l'a plus. Moi ça me dit vaguement quelque chose aussi. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez ancien. Donc, mais pas d'appli aujourd'hui, et c'est pas dans les projets, quoi. Non, il me semble pas, non. Ok. Si je fais juste un commentaire à cette question, il y a beaucoup de marques qui combinent appli et wallet de la même manière qu'elles combineraient appli et web push ou appli et d'autres canaux. Hein. C'est un peu ce que disait Pascal sur les différents canaux. Ils n'ont pas tendance à se cannibaliser, à se manger les uns les autres. Ils ont plutôt tendance à se compléter. Et un client qui a plus un client de canaux, plus il est omnicanal et plus il a tendance à être un client qui a de la valeur. Donc nous, c'est un sujet qu'on a eu beaucoup, surtout avant, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était j'ai une app, je peux pas avoir un autre canal sur mobile, mais en fait c'est pas du tout la bonne logique. Très souvent l'appli va aller taper des gens qui sont très 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 fidèles à la marque et qui en général représentent 3-4% de base de données. C'est assez petit. Ça veut pas dire que c'est inutile d'avoir l'appli parce qu'elle est très utile pour ces clients-là. En revanche, l'appli très souvent rate 95% de la base de données et donc il faut trouver d'autres canaux sur mobile. Donc il y a le wallet que évidemment nous on trouve le plus efficace, le plus héroïste par rapport à l'invest et par rapport à ce que ça rapporte. Mais il y a aussi d'autres canaux. C'est vraiment le mobile est un mix marketing très large en fait, hein, et donc le wallet vient très très bien compléter une appli, soit pour ceux qui l'ont déjà, soit surtout, et c'est ça qu'on va chercher, ceux qui ne l'ont pas mais qui sont intéressés par votre marque, quoi. Et juste rajouterais sur cette partie omnicanalité, nous on parlait d'effectivement, là il y a les campagnes d'embasement effectivement sont nécessaires pour donner un premier coup de boost et emmener les gens qui seraient les plus appétents vers le wallet. Et puis après aussi, ce qui est intéressant, c'est de maintenir en fait la relation entre ces canaux. C'est-à-dire que une fois qu'on a passé un petit peu ces campagnes d'embasement, c'est que dans ces communications qui vont être plus régulières, comme on le faisait des fois avant avec la carte de feed non dématérialisée, c'est de rappeler de temps en temps ce qu'il est disponible, en l'occurrence, sur le wallet.
C'est-à-dire que dans ces communications, on va communiquer sur du lancement de collection ou autre. Rappelez de temps en temps qu'effectivement, n'oubliez pas, on a mis à jour votre wallet, votre solde a été crédité, ou alors l'information boutique a été mise à jour. Et c'est comme ça de garder le lien entre ces deux canaux. Une fois qu'on est en basé, il ne s'agit pas en fait que chaque canal vive sa vie chacun de son côté en fonction de l'appétence des consommateurs. Ouais, ça c'est clair. C'est que vraiment, en fait, après, sur le long terme, on puisse adapter ces campagnes pour que les personnes qui sont en basé wallet, dans ces communications plus traditionnelles, effectivement, on fasse ces petits liens réguliers et du coup, chacun se nourrira de l'autre. Voilà. Ouais, c'est une gestion de pression commerciale qui se fait entre les différents canaux. Et c'est pour ça que c'est important que le wallet, on va le plugger à des outils comme Selligent parce que voilà, c'est l'orchestration des différents canaux. Et le but en travaillant avec des boîtes comme Selligent, c'est que l'avantage pour Zadig et Voltaire, c'est d'essayer de centraliser au max tous ces canaux au même endroit et donc de pouvoir les pousser de façon vraiment équilibrée à tout le monde. Et donc ça, c'est valable pour email, SMS, etc., mais aussi pour l'appli. Quand on a appli et wallet, on va pas chercher les mêmes personnes. Il y a beaucoup plus de volume sur le wallet et donc forcément une valeur plus importante, mais il peut y avoir aussi beaucoup de valeur sur l'application. Et typiquement, on va pas aller shooter quelqu'un qui a et l'appli et le wallet. On va pas aller shooter la notification sur le wallet. On va valoriser l'application qui est un asset beaucoup plus important, beaucoup plus lourd. Et puis, le jour où cette personne n'aura plus l'appli, elle churnera, comme on dit. Elle aura au moins le wallet pour qu'on puisse continuer le parcours. Mais pardon, on s'est éloigné un petit peu. Là, on est sur le premier exemple de notif et de communication chez Zadig. Ouais, donc là, c'était un exemple sur vraiment nos communications plus produits, lancement de collection et du coup, lancement de… Là, en l'occurrence, c'était le lancement de notre ligne de maroquinerie ZV initiale. Là, c'est vraiment pour parler à nos clients de ce qui se passe en termes de produits. Donc, c'est vraiment les moments les plus forts. On sélectionne nos produits les plus forts vu que la fréquence est assez faible de push. Et donc, c'est vraiment pour encourager la visite en boutique, la récurrence d'achat pour nos clients. Ok. Deuxième type un peu de notif. Ouais, alors là, on est sur tout ce qui accompagne nos opérations commerciales. Donc, on va pusher aussi ces moments forts. On essaie de privilégier ce canal comme c'est un canal un peu plus privilégié qui a une base un peu plus faible. On va essayer de pusher en avant-première sur le wallet pour que ce soit les premiers clients informés de ce type d'offre. On va peut-être avoir une pression un peu moins forte que sur de la newsletter. Ce sera vraiment pour indiquer les grands moments de l'opération commerciale, le lancement, les démarques, mais on n'ira pas faire beaucoup plus en termes de fréquence. Oui, il n'y a pas besoin forcément. Il faut vraiment sélectionner, ça c'est dans les best practices du wallet, il faut sélectionner ce qu'on veut communiquer. On ne peut pas communiquer de façon aussi intense qu'avec l'email. Mais en fait, c'est là où se trouve l'équilibre de ce canal et c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est qu'avec l'email, on va vraiment faire beaucoup de volume, mais avec un taux de réactivité qui sera moins important. Mais par contre, l'email est absolument indispensable. Il reste quand même un fondamental qu'on ne peut pas contourner et qui permet d'envoyer beaucoup de volume et beaucoup de contenu. Mais avec un taux de retour qui est moins important. De l'autre côté du spectre, il y a le SMS, on va dire. Et le SMS, il y a un coût qui est beaucoup plus important que l'email, mais on ne peut pas baser une relation sur le SMS. C'est un peu intrusif, c'est un peu touchy. C'est pas forcément hyper quali, c'est 160 caractères, etc. Ou alors, on peut faire du rich SMS, mais bon, c'est un budget qui est tout autre. Donc, le wallet, il est un peu entre les deux. Il va permettre de répéter le message un peu comme fait l'email. Et avoir la qualité de l'email parce qu'il y a des images, des liens, ça redirige, c'est très simple qualitatif premium d'expérience. Et il va avoir cette présence très très forte du SMS qu'il arrive vraiment sur le lock screen du téléphone. Et puis surtout, la grande valeur, c'est que cette notification, on peut la répéter plusieurs fois. Donc sur l'offre là que vous voyez ici à l'écran chez Zadig, on va répéter le message, 3 fois peut-être au max sur une période définie. Mais c'est 3 notifs versus un seul SMS. Donc, c'est cette répétition qui fait qu'en fait, la récurrence et le chiffre d'affaires augmentent parce que ça devient en fait extrêmement visible. Donc, c'est ce bon combo en fait. Il prend un peu les avantages d'un peu tous ces canaux, app, SMS, email, sans en avoir vraiment les inconvénients. D'où les bonnes perfs.
Ouais, c'est vraiment à mi-chemin entre la newsletter où on va en faire 2-3 par semaine et le SMS où on en fera un en lancement de solde. Alors que là, du coup, on aura la possibilité de pouvoir vraiment relancer à chaque démarque, par exemple. Tout à fait. J'en profite pour répondre à une question qui a été posée sur est-ce que le wallet est plus ancré sur iOS que sur Android? Alors oui, le wallet est plus ancré sur iOS parce que le produit est un petit peu plus mature et puis parce que Apple a fait un choix dès le début de le mettre de l'installer en natif. C'est-à-dire qu'il y a 8 millions d'iPhone en France actifs, il y en a plus de 900 millions dans le monde, je crois. Et donc tous ces téléphones ont tous un wallet, l'appli wallet dans leur téléphone, appli d'ailleurs qu'on ne peut pas désinstaller. Ça fait partie, c'est du bunch d'applications chez iOS qu'on ne peut pas désinstaller. Ça représente, je réponds à une autre question au passage, hein, du coup j'essaie de faire le lien sur qu'est-ce qui se passe si Apple ou Google décident de supprimer les wallets. Alors il faut bien réaliser qu'en fait typiquement chez Apple, chaque fois que quelqu'un paye avec Apple Pay, il y a une commission qui est reversée chez Apple. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, l'appli, c'est pas déployé d'un seul coup, partout dans le monde avec toutes les banques. C'est parce qu'ils négocient pays par pays, pied à pied, banque par banque, pour pouvoir intégrer les cartes dedans. Il faut savoir qu'ils sont présents maintenant dans la majorité du monde, avec la majorité des banques dans le monde, et que ça représente, on parle de trilliards de dollars en termes de revenus pour Apple. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils vont lâcher du jour au lendemain. C'est une stratégie qui est extrêmement importante pour eux. Et c'est la même chose pour Google. Google donc n'a pas sorti de nouvelle, n'a pas tué Google Pay pour sortir une nouvelle appli. Hein. C'est au contraire une nouvelle version de Google Pay qui a été sortie. C'est une question qui est posée dans les questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait si Google décide d'arrêter? Alors c'est pas du tout le cas. Ils sont plutôt au contraire en train d'accélérer dessus avec de nouveaux types d'applications. Et effectivement, s'ils arrêtent, oui, il y aura plus de wallet, mais c'est un peu comme s'ils posaient la question, si Facebook arrête, comment font vivre les Facebook Ads Agency? Voilà, on repose tous sur un écosystème et cet écosystème-là est plutôt dans une tendance de solidification, de consolidation qu'autre chose. Donc ouais, beaucoup d'iOS, ça se voit pas mal d'ailleurs chez Zadig et Voltaire. Ouais, mais nous après la tendance de nos clients, même sur la consultation du site e-commerce, c'est beaucoup sur iPhone. Et on le ressent tout de suite sur les cartes toilettes où on voit le split entre iOS et sur Google. Donc c'est pas comparable quoi, beaucoup plus. Et vous avez une marque qui est très iPhone en termes de représentativité. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille où c'est plus de l'Android, donc plus conforme en fait au stade du marché en général. Mais bon, voilà, quand on est sur les deux canaux, ça pose pas de questions particulièrement en termes de représentation. Dernier type de notif assez intéressante aussi, vous faites avec Zadig. Ouais, du coup, qui nous a beaucoup servi en cette période, c'est on fait des notifications un peu plus servicielles pour pusher à nos clients nos nouveaux services. Et là, typiquement, il y a un exemple de ce qu'on a lancé durant là récemment. Ce qui est le système de vente à distance et de prise de rendez-vous par visio en boutique pour toujours faire vivre nos boutiques même en cas de fermeture. Donc c'était important de dire à nos clients qui sont très attachés à leur boutique qu'on est là pour eux. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on peut prendre des rendez-vous et on leur offre ce service-là. Je pense aussi après le premier confinement, on a été assez réactifs pour partager l'opération qu'on faisait avec l'association Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. On va verser une partie de nos revenus. Donc, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir pas forcément que du commercial, mais aussi de leur expliquer tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter nos interactions. Ouais, nous on l'a vu effectivement avec vous beaucoup parce qu'on a lancé juste avant le confinement, donc vous avez été vraiment les premiers à le faire. Mais on l'a vu aussi avec pas mal de marques, le côté un peu serviciel du wallet. Tu vois, typiquement, ça c'est hyper nouveau chez nous. Mais on va maintenant, on travaille de plus en plus avec des assurances, tu vois, des mutuelles, où on va dématérialiser des cartes de tiers payants, des cartes d'assurés. Donc là, il n'y a pas forcément de vecteur promotionnel. Il y a vraiment un service qui est apporté aux clients. Mais pour les mutuelles et les assurances, du coup, ça leur permet d'avoir une présence dans le téléphone. Et quand elles en ont besoin, de pouvoir pousser une notif, mettre à jour le contenu, parce qu'elles ont quand même des messages de service et parfois même promotionnels à pousser, elles en profitent. Mais ouais, un usage plus
serviciel, quoi. Ouais. Et nous, ça va totalement dans notre stratégie, dans de l'expérience client, on va plus vers du service plus que de la promotion. Ouais. Donc, du coup, ça s'accorde bien avec ce qu'on veut faire. Effectivement, parce que ça correspond à votre marché. Faut savoir que si on élargit ça, en fait, notamment quand je fais référence encore à l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, on a des chiffres, on montre que pour la fidélité de la marque, la fidélité à la marque, excusez-moi, dépend encore pour pas mal de gens des promotions et des cadeaux qui vont avec. Ouais. Donc, effectivement, je pense que dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des représentants d'annonceurs de tout secteur et de tout segment de marché. Donc, effectivement, là, on a un superbe cas à Zadig où effectivement, tu le notais, Claudia, la partie servicielle est super importante. Et on a d'autres clients également qui servent du wallet avec une partie, là, pour le coup, couponing beaucoup plus forte. Donc, on a vraiment le wallet, comme d'autres canaux ici, c'est en tout cas adapter finalement les messages qu'on pousse à la stratégie de marque derrière. Ouais, je dirais que là, on est vraiment sur le cas avec Zadig, on est sur un cas vraiment de stratégie relationnelle, quoi, au sens. C'est pas de la feed au sens, tu vois, tu cagnottes, tu as des points et des chèques, qui est un use case qui est assez important, qu'on a beaucoup et qui marche hyper bien, mais qui correspond en fait à une stratégie. C'est pas non plus du couponing pur et dur parce que c'est pas trop l'image de la marque, mais c'est vraiment relationnel au sens où tu as des nouvelles collègues, tu as des messages plus corporate, parfois même RSE, et puis il y a quand même une dimension un peu professionnelle, comme on l'a vu sur la slide d'avant, forcément, quoi. Mais voilà, c'est l'animation relationnelle, quoi. Oui, exactement. On a vraiment su adapter le wallet dans notre stratégie qui est vraiment pas tournée du coup vers ce type de programme de feed, entre guillemets, qui repose sur du couponing, etc. Et on l'a vraiment rendu canal relationnel pour engager le plus nos clients et pour leur faire part de tous nos services qu'on peut offrir. Est-ce que, une question qui est posée, est-ce que tu as eu alors je sais pas si tu peux y répondre si tu étais vraiment dans le projet à ce stade-là, mais est-ce que vous avez des contraintes particulières pour la mise en place du wallet chez Zadig et Voltaire? Alors non, ça a été super fluide parce que du coup, nous, on n'a eu aucun besoin IT côté Zadig. Ça s'est fait tout entre Captain Wallet et Celigion, je pense, du fait du connecteur. Et donc, du coup, nous, ça a été assez fluide de ce côté-là et on a eu besoin en aucun cas de notre équipe IT. Donc, très rapide et super efficace. Et est-ce que toi, tu vois aujourd'hui des aspects, d'autres aspects que tu voudrais communiquer sur Wallet, d'autres axes sur lesquels tu voudrais communiquer, ou tu veux creuser plutôt ces trois aspects pour voir du coup comment ça va réagir plus avec un nouveau contexte, tu vois, moins 2020 bizarre. Ouais. Je pense qu'il faut déjà qu'on continue sur notre lancée pour mesurer vraiment l'impact à long terme et continuer d'embaser et de nourrir cette relation avec nos clients via ce canal-là. Après, je pense qu'il y a aussi, on peut faire plein de choses avec le wallet et on a beaucoup de projets en tête pour le faire évoluer. Voilà, après rien n'est défini et rien n'est écrit, mais on veut le faire évoluer, quoi. Il y a une question sur le comportement client. Est-ce qu'on n'a pas une grosse réticence du fait de devoir mettre sa carte dans le téléphone? Alors, moi, je peux répondre parce qu'on a du recul sur beaucoup de marques et quelques années d'expérience où, effectivement, c'est une question qu'on se posait quand on lançait le produit. Et en fait, voilà, les stats parlent, quoi. On est vraiment assez sorti il faut sortir de l'auto-marketing, de se dire, ouais, moi, je ferai, ou moi, j'ai un copain qui l'a pas fait ou qui le ferait. Faut regarder les stats. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, le 10% du volume de la base de données existante chez Zadig, qui est aujourd'hui walletisé, entre guillemets, en 6 mois. Bon, ça montre que, ouais, il n'y a pas de réticence, en fait, sur le sujet. Il faut savoir qu'après, en général, la deuxième année, on a tendance à doubler ces stats. Donc ça, c'est vraiment, on va aller walletiser, mettre sous un autre canal une base de données existante. Et puis, ce qu'on fait beaucoup aussi comme projet pour de plus en plus de marques, c'est qu'on va aller acquérir de nouveaux clients. Beaucoup d'annonceurs sont ultra et surexcités uniquement et consacrent 80% de leur budget à l'acquisition, ce qui est souvent assez dommage, particulièrement en plus dans cette période, encore plus, je veux dire, aujourd'hui, parce qu'en fait, dans les bases de données, il y a beaucoup de richesses. Il y a souvent dans les bases de données une grande partie qui est très inactive ou voire non segmentée. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire dessus.
Et le wallet est assez fort pour ça parce qu'on peut aller chercher ce type de clientèle et on voit qu'il n'y a pas cette réticence à aller ajouter quelque chose dans le mobile. Ce qui est plus fort, c'est le confort, quoi, la commodité en fait. Voilà, en 2 clics, j'ajoute quelque chose qui va me servir dans ma relation avec la marque. Deux autres questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut mettre à jour les infos dans le wallet et est-ce qu'on peut voir si quelqu'un supprime les cartes dans un wallet? Alors, on peut mettre à jour les infos dans le wallet. Hein, c'est le projet même de notre plateforme. Nous, on est Captain Wallet, c'est comme un outil de gestion de campagne. On est comme un Selligent, mais Selligent, ils sont capables de le faire sur tous les canaux. Nous, on est spécialisé pour le faire sur ce canal marketing précis, donc avec un templater qui permet de voir quel look and feel et quel UX aura ma carte sur Apple et sur Android. Sur donc, les téléphones Android. Et puis ensuite, une mécanique d'automation où je peux envoyer des notifications, mettre à jour le contenu, etc. Et donc, voir la vie de la carte et voir si quelqu'un supprime la carte. Enfin, je peux voir évidemment s'il ajoute en entrée et si la personne la supprime. Parce qu'effectivement, une fois qu'elle l'a supprimée ou qu'elle s'est opt-outée ou désopt-inée plutôt, voilà, j'ai plus de mécanique pour aller la solliciter. Donc, en fait, en temps réel, on voit exactement qui est ce qu'on appelle nous actif, mais en fait notifiable ou qu'on peut mettre à jour sur le wallet. Et c'est des infos donc qu'on remonte chez Selligent, qui les voit directement et qui après va l'orchestrer via son outil. Tu peux peut-être nous dire un peu comment ça se passe, Pascal, de l'autre côté? De manière générale, en fait, c'est un des avantages, un des nombreux avantages des canaux digitaux dans l'absolu, mais qui n'est pas toujours mis en place. C'est que qui dit canal digital dit normalement facilité de récolte des données comportementales. C'est-à-dire coordonnées comportementales, ouverture, clic, catégorie préférée, horaire, fréquence, autres. Voilà. Quand c'est du digital, on doit pouvoir récolter ce type de données. Et ces données comportementales, pour nous, elles ont une grande valeur parce qu'une fois remontées, agrégées et mélangées, entre guillemets, avec les autres, ça nous permet d'affiner encore plus la connaissance client. Okay. On parlait tout à l'heure de calculer les scores d'appétence et autres. J'ai demandé, tu calcules des scores d'appétence du coup par canal? Il faut. Alors, c'est pas là pour le coup, c'est un travail commun entre Selligent et son client, en l'occurrence Zadig et les autres. C'est qu'effectivement, il faut aussi, et parfois c'est aussi l'agence qui possède la base de données derrière, de nous aider justement à calculer tout ça, parce que ça, effectivement, c'est des calculs complexes, c'est des calculs qu'il faut faire tourner régulièrement. Donc, c'est pour ça, charge à Selligent de mettre les moyens techniques pour pouvoir remonter ces données comportementales. Et puis derrière, après, si ça peut être simple, c'est Selligent. Et parfois, c'est l'agence qui héberge la base qui va faire ces calculs un peu plus complexes. Voilà. Mais ça, c'est pour ça que je dis que ça demande un peu un travail commun. Mais par contre, on en tire une valeur vraiment assez importante, quoi. Et ce serait dommage sur des canaux digitaux de se priver de ce type de données. Voilà. Ok, top. Écoutez, voilà, ça fait déjà une petite heure qu'on discute et que voilà, on a montré un petit peu tous ces use cases. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires à nous demander, que ce soit à Claudia, à Pascal ou à moi, de nous envoyer des emails. On se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà, je ne sais pas si Claudia ou Pascal, vous avez des mots de conclusion particuliers à dire avant que j'appuie sur le bouton? De mon côté, rien de particulier. Ouais, en tout cas, on va mettre le webinaire ce matin. Je pense qu'il y a eu, honnêtement, il y a eu pas mal de monde. Donc, Claudia, si jamais tu vois un boost des ventes inhabituelles chez Zadig et Noël, tu vois, ce ne sera peut-être pas les campagnes Selligent, ce ne sera peut-être pas le wallet. Ouais, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire. Ouais, tout le monde en a besoin là. Ouais. Bon, top. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis surtout, merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Vraiment, un grand merci. C'est vrai, on était 70 aujourd'hui. Donc, vraiment un grand merci pour votre intérêt. Encore une fois, on est vraiment à votre disposition si vous avez les moindres questions. Et puis, à très bientôt. On va arrêter un peu la saison des webinaires. Hein. Ça suffit maintenant depuis mars. Moi, j'en peux plus. Donc, faire 15 jours sans webinaire, ça va faire du bien et on prendra en janvier. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Pascal, merci Claudia.
À bientôt. Salut.